Ça y est, cette saison 2024 est enfin terminée. Après 24 courses totalement folles, 10 mois de compétition, la Formule 1 prend enfin des vacances. Aujourd'hui, récap du dernier Grand Prix de la saison. Abu Dhabi, une course quand même assez particulière. Vous le savez, je pense que vous avez vécu des sacrées émotions ce week-end entre les départs à la retraite, les changements d'écurie, le début d'un nouveau cycle. Il faut être honnête, cette saison 2025 va marquer une toute nouvelle ère de la Formule 1. Aujourd'hui, on va revenir sur cette course d'Abu Dhabi qui honnêtement n'était pas la plus excitante, mais il y avait énormément d'enjeux et on va reparler de tout ça. Et vous allez voir que c'est pas terminé, il y a encore des choses à suivre dans les prochains jours. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On va continuer à faire des vidéos, vous inquiétez pas. C'est pas parce que la saison est terminée qu'on va s'arrêter là-dessus. Sans plus tarder, il est temps de passer au tout dernier récap de cette saison 2024 et de parler du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour la première fois depuis que j'ai commencé les récaps et que je fais les conseils de classe, je vais mettre 3 fois la même appréciation à 3 pilotes différents. On va commencer par Pierre Gasly. Honnêtement, que dire de Pierre Gasly qui a effectué une fin de saison exceptionnelle. Il a tenu la baraque à Abu Dhabi. Alors, vous êtes forcément au courant de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Alpine et surtout Esteban Ocon. Je vais pas vous mentir que je ne tiens pas forcément Alpine dans mon cœur aujourd'hui, mais force est d'admettre, la fin de saison a été folle. La voiture a été compétitive. Pierre Gasly a réalisé le week-end parfait. Encore une Q3 pour notre pilote français, une 5e position sur la grille. Il a réussi quand même à tenir George Russell pendant tout le premier relais. Et ça, c'est pas n'importe quoi quand on voit le rythme de la Mercedes. Derrière, ça a été un petit peu plus difficile, mais au final, il termine devant Nico Hülkenberg. C'est tout ce qui compte. Il assure la 6e place au classement constructeur pour Alpine, mais surtout, il récupère la 10e place au classement pilote. Et ça, honnêtement, personne n'aurait pu le parier en début de saison. Quand on repense au rythme d'Alpine à Bahreïn, qui était la pire voiture, obligé de tirer mon chapeau, obligé de féliciter cette performance en fin de saison. Bon, vous vous doutez bien, je suis un petit peu dégoûté pour Esteban. J'aurais aimé que Esteban ait le droit à des adieux propres et corrects sur la piste avec son équipe et ne soit pas dégagé comme ça une course avant la fin de saison. Ça a été un chantage que je trouve un petit peu injuste et cruel. Il y a eu un manque de respect. Voilà, je vous donne mon avis. Je trouve que c'est un manque de respect ce qui s'est passé avec Esteban Ocon. Et puis, je vais être honnête, mais même si j'ai perdu toute attache et toute estime de cette équipe Alpine et de la direction qu'elle a prise, je pense qu'Alpine l'année prochaine va être une bonne voiture. Peut-être pas la meilleure, c'est sûr, mais je pense qu'Alpine va être très performant dans le midfield et pourrait être un sacré concurrent pour Aston Martin. Deuxième félicitation de ce conseil de classe pour le vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi, Lando Norris, qui là aussi a réalisé le week-end parfait. Pole position, il a tenu la tête de ce Grand Prix et mine de rien, c'est lui aussi qui a assuré ce titre constructeur pour McLaren avec une course parfaite. Il a été dans le rythme tout le week-end, il a réalisé ce qu'il fallait, n'a jamais réellement été inquiété par les Ferrari. Carlos Sainz a toujours été à 3-4 secondes à peu près de la McLaren. La saison est loin d'être parfaite, qu'on soit bien d'accord pour McLaren et pour Lando Norris, mais félicitations, il a vraiment agi en tant que leader ce week-end. C'était le moment clé pour assurer ce titre de McLaren, mais ça, on en reparle un tout petit peu après. Et pour finir ce conseil de classe, Nico Hülkenberg. Là encore des félicitations. Alors certes, ils n'ont pas assuré la 6e place au constructeur, il termine 7e avec As, mais encore une fois, un week-end fou furieux pour Nico Hülkenberg. À l'âge de 37 ans, Nico Hülkenberg, honnêtement, a réalisé sa plus belle saison en Formule 1. Il a été là aussi un vrai leader dans cette équipe qui a retrouvé une sorte de second souffle depuis le départ de Günther Steiner. Un peu déçu, je vais pas vous mentir, qu'il ait pris cette pénalité juste après la qualification, qu'il fait partir derrière Pierre Gasly. J'aurais bien aimé voir le déroulé de la course si les rôles avaient été inversés et si c'était la As devant l'Alpine. Je pense que ça aurait rajouté un petit peu de piquant dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais honnêtement, As a fait du super travail. Nico Hülkenberg a été un pilote exceptionnel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Kick Sauber l'année prochaine et un peu déçu forcément pour Magnussen qui a quand même perdu gros au stand. Mais là aussi, on va en reparler. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour sa dernière course en Formule 1. Comme je vous l'ai dit, ce Grand Prix marque la fin d'une ère, clairement, en Formule 1. Aujourd'hui, on a assisté à pas mal de départs, on va assister à pas mal de changements, et ça va être le début d'une nouvelle ère en 2025. Et comme très souvent, si vous suivez la Formule 1 depuis pas mal de temps, Abu Dhabi a tendance à être méchant avec les pilotes qui partent à la retraite. Et cette année 2024 n'a pas échappé à la règle. On a assisté à la dernière course de, par exemple, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu chez Sauber. On a assisté à la dernière course de Kevin Magnussen, Colapinto. C'était aussi la dernière course de Sainz chez Ferrari.
Ferrari, bien évidemment la première de chez Dohan, et puis bon, le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes. Et pour la plupart de ces pilotes, eh ben ça s'est pas si bien passé. Pour une dernière, j'ai profité de ce début de vidéo pour rendre un petit peu une sorte d'hommage à tous ces pilotes du coup qui vont pas être présents sur la grille l'année prochaine. On va commencer par Bottas qui avait effectué une très bonne qualification, la meilleure de cette année. Il était 9e sur la grille, il était passé en Q3 avec sa Sauber. Malheureusement, on s'en doutait un petit peu, le rythme de la Sauber en course est un peu moins bon. Il a eu des difficultés en début de course jusqu'à commettre une erreur assez exceptionnelle. Double blocage de roue à l'approche du virage 6, il est venu catapulter Kevin Magnussen, il l'a totalement détruit. Les deux pilotes qui arrêtent leur carrière sur un accrochage, ça me brise un petit peu le cœur, surtout que Magnussen faisait pas forcément une mauvaise course. Alors, anecdote assez drôle, mais Valtteri Bottas a pris 5 places de pénalité pour sa prochaine course en Formule 1. Voilà, il rejoint la liste comme Jenson Button, lui aussi, qui est pénalisé d'ailleurs depuis 2017. Si Valtteri Bottas venait à refaire une course de Formule 1, il serait automatiquement pénalisé sur la grille. Bon, c'est un petit peu drôle, c'est clairement peu probable que ça arrive. On ne sait toujours pas ce que fera Valtteri Bottas l'année prochaine. Comme le disait son casque, what's next? Qu'est-ce qui va se passer? On sait que Mick Schumacher a lâché son rôle de pilote de réserve chez Mercedes. Peut-être une place à récupérer pour Valtteri Bottas. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas où il sera l'année prochaine. Deuxième pilote qui ne sera pas présent sur la grille l'année prochaine, c'est Franco Colapinto chez Williams. On sait qu'il sera remplacé par Carlos Sainz et malheureusement pour lui, Franco Colapinto n'a pas eu de chance sur cette dernière course. Le premier tour a été assez chaotique avec pas mal d'accrochages, de touchettes et surtout l'abandon de Sergio Perez qui a causé une virtual safety car. Et à la relance de cette VSC, malheureusement, Piastri, qui avait été lui-même satellisé par Verstappen, est venu satelliser Colapinto au virage 6 encore une fois. Colapinto se fait percuter par derrière, le diffuseur est détruit et surtout une crevaison pour le pilote argentin, ce qui l'a forcé à rentrer au stand. Il s'est rapidement pris un tour par Lando Norris et puis la course à partir de ce moment-là était honnêtement foutue. Ils ont préféré rentrer la voiture. Je pense qu'il n'y avait pas envie de casser ou abîmer des pièces. Ça me brise un petit peu le cœur pour Colapinto qui a été honnêtement très bon sur cette fin de saison. Il a été très rapide, très performant. Il a quand même fait pas mal de casses. Il a cassé pas mal de voitures, pas mal de petites erreurs, mais pour un rookie avec seulement 6 grands prix, je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. Là aussi, c'est pas encore officiel, mais Colapinto devrait très sûrement retourner en Formule 2 pour continuer sa courbe d'apprentissage et attendre d'avoir une opportunité pour rouler en Formule 1. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Colapinto par la suite. Mais là aussi, petit crève-cœur malheureusement pour une dernière course pour un pilote Williams. J'avais l'espoir que ça se passe un petit peu mieux pour lui. Et puis, histoire de finir en beauté, Sergio Perez quoi. Sergio Perez qui finit la saison avec un abandon, encore un j'ai envie de vous dire, assez désastreux honnêtement, assez dépitant j'ai envie de dire. La fin de saison de Sergio Perez, même la saison globale de Sergio Perez a été catastrophique. Bon, là pour le coup, il y peut pas grand chose. Au premier tour, ils arrivent à 3 de front au virage 6 avec un Leclerc qui double 4 voitures par l'extérieur. Il se retrouve avec Valtteri Bottas à l'intérieur. Bottas le met en tête à queue. Abandon du coup de la Red Bull qui honnêtement ne jouait pas grand chose. Cette dernière course, elle est très clairement à l'image de la saison de Sergio Perez. En manque de performance, au mauvais endroit, au mauvais moment et toujours dans les mauvais résultats. Ça me brise un peu le cœur là aussi de voir une carrière se terminer comme ça parce que Perez quand même était un très bon pilote. Mais bon, malheureusement pour Sergio Perez, il va falloir qu'on en parle un petit peu plus. J'ai un contrat pour la saison 2025, je serai présent sur la grille. C'est la phrase que j'ai le plus entendue en cette saison 2024. Sergio Perez est persuadé d'être présent l'année prochaine chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Alors oui, Perez a un contrat pour 2025, mais au vu des performances et au vu de ce qui s'est dit sur ces 3 derniers Grands Prix, je pense que les choses risquent de changer et très rapidement. Je vais tout mettre au conditionnel dans ce passage de cette vidéo, mais actuellement, tout le paddock est unanime, toutes les discussions, tous les journalistes, tous les insiders que vous avez présents dans le paddock le confirment, Sergio Perez ne sera pas présent l'année prochaine chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Normalement, Liam Lawson devrait dans les prochains jours ou prochaines semaines être placé dans la Red Bull à la place de Sergio Perez qui libérerait un baquet pour Isaac Hadjar pour rejoindre Racing Bulls. Et alors vous allez me dire, mais Hydro, Red Bull va pas dégager Perez, ils ont besoin de lui pour l'argent, pour le côté sponsoring, etc. En effet, Red Bull aurait proposé de revoir le contrat de Sergio Perez pour lui proposer un rôle d'ambassadeur afin qu'il soit toujours dans l'équipe, qu'il puisse toujours ramener de l'argent pour Red Bull et faire marcher les contrats et les partenaires de Sergio Perez. Le discours a très clairement changé sur les 2 derniers triple
header. On est passé d'un discours assez confiant du côté de Helmut Marko et Christian Horner, Perez sera présent, Perez va se reprendre. Et là, depuis 2-3 courses depuis Las Vegas, le discours est différent. On dit, est-ce que Perez va se remettre en question? On va discuter avec Perez de l'avenir. On espère que Sergio Perez va se rendre compte de la situation. Les rôles ont totalement été inversés et aujourd'hui, c'est Red Bull qui attend que Perez de lui-même décide de quitter l'équipe. Alors, je vous avais promis une vidéo la semaine dernière, je sais, sur la situation de Sergio Perez et de vous expliquer pourquoi Perez était toujours présent chez Red Bull. On l'a pas sorti parce qu'au vu de la situation, c'est peu probable qu'il soit encore présent. Pour vous expliquer pourquoi Perez est encore chez Red Bull, alors déjà, il a un énorme soutien financier de plus de 40 millions de dollars par Carlos Slim, qui est un Mexicain qui finance sa carrière depuis 2011. Mais surtout, Red Bull et Perez ont signé un contrat durant cette année 2024 pour la saison 2025. Si Red Bull venait à casser ce contrat, en plus de perdre l'argent des sponsors, il devrait payer des indemnités à Sergio Perez. L'idée de Red Bull, c'était de signer le contrat le plus tôt possible, soit après Monaco, afin que Perez puisse se concentrer que sur la performance et vraiment essayer de performer. Ça a été totalement l'inverse. Il a été désastreux après la signature et maintenant Red Bull regrette énormément son choix et attend que Sergio Perez prenne la décision de lui-même de partir et de quitter son poste aux côtés de Verstappen. Si Sergio Perez vient partir, Lawson prendra donc sa place chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. D'ailleurs, dédicace à Lawson et son abandon dans le dernier tour. Personne n'en a parlé. Vraiment, on était en plein duel entre George Russell et Lewis Hamilton. On s'en foutait totalement, mais oui, Liam Lawson a eu un problème mécanique dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et du coup, la question que vous vous posez sûrement et que vous allez me dire dans les commentaires, c'est pourquoi pas Tsunoda et pourquoi mettre Lawson? Et il est bon de rappeler que Yuki Tsunoda, aujourd'hui, n'est présent que grâce à Honda. Lawson, quant à lui, est un pur produit de la Red Bull Academy. C'est entre guillemets, c'est bizarre à dire, mais l'avenir de Red Bull, alors que Tsunoda devrait logiquement avoir d'autres opportunités à partir de 2026. On rappelle que Honda va motoriser Aston Martin. Donc sincèrement, même si moi je suis un grand fan de Yuki Tsunoda, j'adore et je trouve qu'il mériterait totalement sa place chez Red Bull, il n'y a aucun intérêt de la part de Red Bull de placer Yuki Tsunoda chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Et puis, de l'autre côté, si Isaac Hadjar arrive en Formule 1, on aurait du coup deux rookies avec Lawson et ça manquerait peut-être un petit peu d'expérience dans une écurie comme Racing Bulls. Hadjar, bon, vous avez tous suivi ce week-end, malheureusement Isaac a perdu le titre à cause des problèmes d'embrayage, il a calé sur la grille et n'a pas pu remporter, ou en tout cas se battre pour ce titre dans la dernière course contre Bortoleto, qui est donc champion de Formule 2 2024. Isaac a déjà prouvé son talent, Isaac a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire, il a déjà eu beaucoup de free practice en Formule 1, les ingénieurs connaissent le retour technique de Isaac Hadjar et savent à quel point Isaac est prêt pour la Formule 1. Donc c'est plus qu'une question de temps, à voir si dans les prochains jours, Sergio Perez sera ou non confirmé pour la saison 2025. Bon, c'était l'enjeu clairement de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, le titre constructeur entre McLaren et Ferrari. McLaren est arrivé avec 21 points d'avance. Il fallait vraiment une énorme performance de la part de Ferrari pour espérer remporter ce titre constructeur. Et ça s'est rapidement compliqué pour la Scuderia Ferrari. Alors, petite mention déjà à Arthur Leclerc qui a fait sa première free practice avec son frère chez Ferrari. C'était très émouvant. Mais malheureusement, le jour même, on a appris que Leclerc a pris 10 places de pénalité. Le lendemain, il se fait éliminer en Q2. Il partira donc P19 sur la grille. Les McLaren de l'autre côté prennent la première ligne, Piastri deuxième, Norris premier, Sainz troisième. À ce moment-là, on se dit, bon, c'est mort. Voilà, il faut être honnête, c'est quand même très compliqué. Il faut un miracle pour sauver Ferrari. Et le miracle a failli se produire au virage 1. Max Verstappen, c'est lui le miracle. Tentative de dépassement à l'intérieur sur Oscar Piastri. Une manœuvre un petit peu mal contrôlée, je dirais. Il monte sur le vibreur, sous-vire et vient percuter le pilote australien. Je trouve pas ça dramatique. Il est clairement responsable, mais c'était pas non plus un attentat de la part de la Red Bull. Piastri repart donc dernier, Verstappen part en tête à queue lui aussi, et puis derrière Piastri, je vous l'ai dit, l'accrochage avec Colapinto, puis la pénalité de 10 secondes pour Oscar Piastri. Il s'est retrouvé à un tour de Lando Norris. Bref, Piastri n'était pas dans l'équation durant cette bataille au titre. Tout reposait sur Lando Norris face à Carlos Sainz. Et on se disait, bah Leclerc part 19e, il est loin, hein, c'est pas un problème. Leclerc a gagné 11 positions au départ. J'ai jamais vu un start pareil. Exceptionnel. En un tour, Leclerc se retrouve à la 8e place, déjà dans les points. Je pense qu'on a vraiment vu l'une des plus belles courses de Charles Leclerc qui a absolument tout donné. Il est remonté
jusqu'à la 3e position. Bon, il était à 20 secondes après de Norris et Sainz. À partir de ce moment-là, malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à faire. En tant que fan de la Scuderia Ferrari, je vous l'avoue, je suis un petit peu déçu parce que j'estime qu'il y avait peut-être un titre constructeur à récupérer quand on repense à ce qui s'est passé à partir du mois de juin, à peu près du Canada, et je dirais jusqu'à la Hongrie, quand Ferrari a enchaîné les courses avec des mauvaises performances, double abandon au Canada. Ferrari était revenu avec des pièces de début de saison pour comprendre sa voiture. Ferrari s'était totalement perdu dans le développement. C'est Fred Vasseur qui l'a annoncé au micro de Canal+, mais Ferrari a perdu quasiment 80 points à partir du mois de juin. C'est énorme. Quand on se dit que là, McLaren a été champion pour 14 points, je pense que Ferrari avait clairement les moyens de remporter ce titre aujourd'hui. Après, de l'autre côté, McLaren mérite totalement. Honnêtement, McLaren a fait une saison exceptionnelle. C'est la première fois de l'histoire qu'une écurie réussit à finir la saison avec 0 abandon. Même Lando Norris en Autriche est considéré comme à 7 tours de George Russell. Voilà. Mais McLaren avait la meilleure voiture cette année, un excellent duo de pilotes et aurait totalement mérité de remporter enfin ce titre constructeur. Ça faisait depuis 1998 que McLaren n'avait pas gagné un titre constructeur. J'étais pas né. Voilà. Quand McLaren a gagné son dernier titre avec Hakkinen et Coulthard, j'étais pas encore de ce monde perso. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Premier titre du 21e siècle pour McLaren qui, je pense, est très bien placé pour cette saison 2025. Je pense que McLaren va rapidement devenir la référence l'année prochaine. On verra bien ce que ça va donner. Mais McLaren a toujours eu du mal en début de saison. Là, j'estime qu'ils sont quand même très bien placés. Et puis, bah, mon petit cœur en miettes, honnêtement, pour Carlos Sainz. Voilà, j'aurais aimé que Carlos puisse repartir avec un titre constructeur au moins. Carlos Sainz, en 4 ans, c'est quand même 4 victoires, c'est 6 pole positions et 25 podiums avec la Scuderia Ferrari. Donc, ça reste quand même un excellent bilan. C'est la fin d'une très belle relation entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et c'était même peut-être le dernier podium de Carlos Sainz qui rejoindra Williams l'année prochaine et qui sera très loin d'espérer jouer les podiums. L'année prochaine, le championnat constructeur va être exceptionnel. Je vous le dis, entre Ferrari, McLaren qui finit sur une très bonne note, on a Red Bull qui devrait pas être trop loin, peut-être Mercedes aussi qui va réussir un petit peu à remonter. 2025, je pense, nous réserve de très belles batailles et j'ai vraiment hâte que cette saison 2025 commence au Grand Prix d'Australie. Pour finir cette vidéo, comment ne pas parler de Lewis Hamilton? C'est la fin d'une ère, ça y est, c'était officiellement la dernière course avec Mercedes. Après 12 ans de collaboration, vous vous rendez compte? 12 ans, c'est la collaboration la plus longue et surtout la plus fructueuse de l'histoire de la Formule 1. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même que Lewis Hamilton, en 12 ans, c'est 78 pole positions, 84 victoires, 153 podiums et surtout 6 titres pilotes pour Lewis Hamilton. Alors, Lewis Hamilton s'est fait remarquer ce week-end déjà par sa façon de communiquer son transfert via les outfits. Je sais pas si vous l'avez vu. Lewis Hamilton est arrivé vendredi avec une tenue en blanc, puis le samedi blanc, puis avec un peu de rouge, et le dimanche une tenue totalement rouge. C'est un peu une façon, je pense, d'annoncer la transition de Mercedes à Ferrari. Bon, pour sa dernière course, malheureusement, il partait très loin. Il partait 16e sur la grille après une élimination en Q1. Malheureusement, il a chopé un plot que Magnussen lui avait décroché dans le dernier secteur. Donc le pauvre partait du fond de la grille. Ça l'a pas empêché de prouver que Lewis Hamilton était encore très talentueux. Tous ceux qui doutent encore de la rapidité, de l'efficacité et de la hargne que Lewis Hamilton peut avoir, j'espère que cette course vous aura suffi. Lewis Hamilton était le seul pilote à être parti en pneus durs. L'objectif était de finir avec des pneus médiums, beaucoup plus rapides lorsque tout le monde allait tenir avec des hards en fin de course, et ça a très bien fonctionné. Il est très rapidement revenu dans le top 10, puis il a très rapidement rattrapé Fernando Alonso, Verstappen, puis passé Pierre Gasly, et il a commencé à rattraper George Russell. Et là, un petit peu comme une symbolique, peut-être que vous allez me dire que j'en fais trop dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé ça assez marquant quand même. Dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, il arrive à dépasser George Russell dans le même virage où Verstappen s'était envolé en 2021. Une sorte un petit peu de revanche pour écrire l'histoire, pour terminer justement ce chapitre. Lewis Hamilton fait un dépassement magnifique par l'extérieur sur George Russell. Lewis Hamilton termine donc 4e de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, et c'est assez marrant parce que si on prend le top 4 pilotes, on a Norris et Sainz qui sont les deux anciens coéquipiers. Ensuite, on a Sainz, Leclerc qui sont coéquipiers actuels. Et on avait Leclerc, Hamilton, futur coéquipier chez Ferrari. Ce dépassement sur George Russell, il a un peu aussi une symbolique, mine de rien, pour clôturer cette aventure chez Mercedes. Ce dépassement lui permet de marquer 2 points de plus au global sur les 3 saisons cumulées en head-to-head face à George Russell. C'est-à-dire que si on cumule les points sur les 3 saisons, Lewis Hamilton aura marqué 2 points de plus sur ces 3 ans face à George Russell. Alors, il reste encore quelques semaines pour Lewis Hamilton
Hamilton pour aller dire au revoir aux usines, pour aller faire un petit tour au niveau des sponsors, faire une sorte de petite tournée d'adieu durant le mois de décembre et ce sera la fin d'une collaboration. Depuis qu'il a 13 ans, Lewis Hamilton roule avec des moteurs Mercedes. Depuis qu'il est tout jeune, il a toujours été soutenu par Mercedes. À partir du 1er janvier 2025, Lewis Hamilton sera officiellement un pilote Ferrari et bordel, en tant que fan de Ferrari et de Charles Leclerc, je vous le dis, qu'est-ce que j'ai hâte. Est-ce qu'on peut avoir le monteur, le poster, Lewis Hamilton et Charles Leclerc dans la combinaison rouge? L'année prochaine va être exceptionnelle. J'ai vraiment hâte de voir les débuts d'Hamilton en rouge. Ça va être quelque chose de ultra émouvant. L'un des pilotes les plus titrés à égalité avec Michael Schumacher qui rejoint l'écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. J'ai trop hâte. Honnêtement, ça va être incroyable. Je pense qu'en tant que fan de Mercedes, vous avez dû être nombreux à être émus, peut-être même pleurer devant votre télé ce week-end au Grand Prix d'Abu Dhabi avec les derniers donuts, la team radio de Toto Wolff qui disait « Si nous, on n'est pas capable de gagner, j'espère que toi, tu gagneras ailleurs. » Voilà, c'était les adieux que je pense que tout le monde espérait. Heureusement que ça se finit sur une belle note, une belle course. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, le prochain rendez-vous, il est en mars en Australie avec une voiture rouge pour Lewis Hamilton. Bon, en vrai, ce sera un petit peu avant. Il y a quand même les essais hivernaux et la préparation. Le dernier hydro-prono de la saison, ça y est, c'est terminé. Bon, j'ai été ridicule cette année. Certains d'entre vous ont été très bons. Certains ont réussi d'ailleurs à trouver des perfects cette année. J'avais pronostiqué et j'étais pas trop loin. J'avais pronostiqué Max Verstappen en pole position. Malheureusement, ça a été une première ligne McLaren avec Norris en pole. Puis la victoire de Norris devant Verstappen et Charles Leclerc. Il me manquait juste Carlos Sainz en deuxième position. Verstappen a préféré jouer voilà, au sauveur au premier virage sur Piastri. Vous avez été très bon, mine de rien, dans les commentaires du récap du Grand Prix du Qatar. On a Lucas qui avait mis la pole position de Lando Norris, victoire de Lando, Carlos Sainz deuxième. Là aussi, je pense que tu voyais un podium de Max Verstappen. On a Nittany Rock qui avait mis aussi pole position de Norris, victoire de Norris, deuxième Leclerc, troisième Sainz. À l'envers frérot les Ferrari. Pour la première fois dans un récap, je ne vais pas vous demander de faire vos pronostics dans les commentaires. Je ne vais pas faire mes propres pronos. Ça y est, la saison est terminée. J'ai envie de dire enfin, honnêtement. Je sais pas si pour vous cette saison a été longue en tant que fan, en tant que créateur de contenu. Je vous l'avoue, petite confidence, elle a quand même été très longue. Il s'est passé beaucoup de choses. On s'est beaucoup répété sur certains sujets comme Sergio Perez, les Ferrari, la McLaren. Cette saison a été magnifique. Honnêtement, j'ai adoré cette saison. Je vais vous le dire. Je trouve que c'est l'une des plus belles saisons qu'on a eues de l'ère hybride. J'attends avec impatience 2025 qui pour moi sera encore meilleur. Je pense que 2025 peut réellement être l'une des meilleures saisons de l'histoire. Si toutes les histoires se mettent bout à bout, le duo chez Ferrari, la McLaren, Verstappen chez Red Bull, si tout s'aligne correctement, on pourrait avoir une saison de fou. On vous sortira très bientôt dans les prochains jours une vidéo où je vais réagir à mes pronos de début saison. Je pense que j'ai dit pas mal de conneries, mais voilà, ça arrivera dans les prochains jours pour voir un petit peu ce que j'avais imaginé en février et on verra ce qui s'est passé à la fin du mois de décembre. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier récap de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette saison 2024. J'espère que ces vidéos vous auront plu. On va préparer bien évidemment 2025. Nous aussi, on va commencer à bosser en soufflerie pour vous sortir de très beaux projets l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, l'année n'est pas finie. On vous prépare encore quelques belles vidéos, des longs formats sur certaines personnes iconiques de la Formule 1. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.